Bonjour tout le monde. Bon, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler en fait du dernier coup de cœur qui est sur la liste des prix pour les meilleurs albums de l'année. Alors avant toute chose, je vous prie de m'excuser pour ma voix. Je suis malheureusement victime des changements de temps. J'ai d'ailleurs cru que j'allais devoir faire cette vidéo en fait en mimant. Ça aurait pu être drôle d'ailleurs. Je suis pas sûr que vous auriez tout compris, mais ça aurait pu être drôle. Donc trêve de plaisanterie. Donc comme je le disais, on va parler du dernier album faisant partie de la sélection de l'année. Si vous faites partie de nos clients, vous avez pu voir en fait passer la petite surprise que je vous réservais, c'est-à-dire eh bien, que vous pouvez participer à ce vote, puisque j'ai créé un formulaire où vous pouvez sélectionner justement votre classement sur ces albums. Donc ça, vous pouvez toujours nous demander si jamais vous n'avez pas vu ça passer, parce que je sais que sur certaines boîtes mail, il y a des problèmes, hein, notamment Gmail qui nous bloque assez souvent, mais ce n'est pas la seule. Donc n'hésitez pas à demander. Et donc je vais vous parler donc, de ce coup de cœur. Alors ce coup de cœur, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, malheureusement, ça s'enchaîne en ce moment, et on a du mal à tout faire. Enfin, je ne vais pas vous faire des myriades de coups de cœur par semaine, ça n'a aucun sens, en tout cas à mon goût. Donc, je vais vous parler de quelque chose qui est une histoire vraie, mais qui est aussi complètement uesque. Le ministre et la Joconde. Alors, le ministre et la Joconde, c'est quoi? Alors, au départ, comme je le disais, c'est une histoire vraie. Il faut se replacer 50 ans en arrière. Vous imaginez André Malraux, et oui, le grand André Malraux, on se souvient d'ailleurs du fameux « Entre ici, Jean Moulin » avec son vibrato hors norme dans sa voix. Donc, André Malraux, qui, en 62, puisque nous sommes en 62, est alors ministre d'État. Je disais 50 ans d'ailleurs, non, j'ai dit une bêtise, ça fait 60 ans. Donc, qui est alors ministre d'État, a réussi à convaincre De Gaulle de faire quelque chose d'hors norme, c'est-à-dire de prêter la Joconde aux Américains. Bon, alors, la Joconde, vous imaginez bien que c'est pas rien. Prêter ça aux États-Unis, le faire traverser l'Atlantique, parce que encore une fois, on est en 62, donc c'est vrai que maintenant on dit on charge ça dans un avion et c'est vite fait, en quelques heures c'est de l'autre côté. À cette époque, c'est pas forcément la meilleure façon de le faire, hein, et c'est ce qui va se passer, puisque tout ce petit monde va embarquer sur le France, magnifique paquebot, fleuron de l'industrie française, comme on l'a dit assez régulièrement sur ce navire. Donc, va embarquer sur ce bateau pour justement faire le voyage. Et bien, j'ai bien dit tout ce petit monde, parce que là où ça devient intéressant, c'est que Malraux, eh bien, il va embarquer lui aussi. Ah, il a décidé d'accompagner jusqu'au bout. Hein. C'est son idée, il faut qu'il la défende, il faut qu'il assume. Bon, jusque-là, on se dit, il n'y a pas nature forcément à rire des masses, sauf qu'il faut ne pas oublier la personnalité de Malraux. Alors certes, génie de l'écriture, avec des emphases comme rarement, mais un homme sous influence, sous dépendance, hein, et à peu près tout. Hein. L'alcool, la drogue, les femmes, ça va avoir son importance. Donc tout ça, vous imaginez bien que un huis clos, avec un personnage comme ça, sur un paquebot, ça risque vite de partir en sucette. C'est ce qui va un peu se passer, parce que très rapidement, le premier jour, l'embarquement, tout ce qui s'ensuit, sauf que voilà, il est loin de tout, allez vite, hein, on y va, on se met ce qu'on peut se mettre, hein, ce qui passe sous les pattes, et si possible, tout simplement se faire plaisir, quoi. Sauf que voilà, après quelques temps passés un peu à comater, etc., et quand monsieur veut commencer à draguer la donzelle, on va dire comme ça, il décide de montrer ce pourquoi il est là, la fameuse Joconde. Quoi de plus séduisant en termes de pouvoir que l'homme qui peut montrer la Joconde? Bon, ce faisant, bien sûr, il outrepasse toutes les convenances de sécurité, et ben, ça ne va pas manquer, parce que là, au moment où il veut le faire voir, qu'est-ce qu'il trouve? Eh ben, un emplacement vide. La Joconde a disparu. Oh misère. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc forcément,
Branle-bas de combat sur le navire, attention, pas parmi le public, mais uniquement parmi ceux qui sont dans le secret. Donc la conservatrice qui est là, qui ne peut pas saquer Malraux, donc déjà forcément elle tire à boulet rouge dessus. On a les gardes de sécurité avec des bons barbouzes de l'OAS, donc je vous laisse imaginer, dès qu'il va y avoir malheureusement un teint un peu trop allé, l'interrogatoire risque d'être un petit peu musclé. En gros, on a tout ce qui est en place pour un vaudeville magnifique. Et bien ça ne va pas s'arrêter là, parce que après cette catastrophe, il décide tout simplement d'aller dans sa cabine, hein, histoire de se reposer, parce que là franchement c'est sa tête qui est sur le billot. Et punaise, dans sa salle de bain, il y a la Joconde. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu bouiner pendant ces 2 jours pour ne pas se souvenir, et comment la Joconde est arrivée là. Toujours est-il que là, il va falloir trouver une solution, parce que certes, sa tête est sur le billot, mais si on sait que c'est lui qui a déplacé, enfin, en tout cas il s'en souvient pas, mais a priori c'est lui, puisque c'est chez lui, c'est lui qui a déplacé tout ça, oh mazette, là c'est la cata totale. Pour la France, ça serait un camouflé, lui il en prendra, mais alors pour son grade, mais à tous les étages, Anglaire, donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Planquer le tableau, le remettre à sa place, et planquer, c'est lui le responsable. Et c'est parti pour un vaudeville épique dantesque et en huis clos. Autant vous dire que c'est hilarant, mais au-delà de ça, les auteurs, donc Tancrel, Bourgeon et Bourris, ont su vraiment croquer les personnages. Enfin, Malraux, il est là, il est sec, on a l'impression qu'il est cassant, etc. Ma voix rocailleuse, d'ailleurs, va très bien, parce qu'on a l'impression de voir le personnage qui doit être, qui a la clope tout le temps au bec, qui doit avoir la voix cassée par l'abus d'alcool, etc. Enfin, la totale. Donc là, ça colle parfaitement bien, au voulu. Et on va justement suivre toute cette aventure en se demandant mais comment ça va se résoudre, parce qu'on sait que le final il est réel, donc on sait ce qui s'est passé, mais justement qu'est-ce qui a été fait, caché ou pas, parce que bien sûr c'est une histoire vraie, mais en même temps on l'a un petit peu maquillé, un petit peu déguisé, mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a eu un gros travail de recherche des auteurs. Je sais qu'ils ont travaillé pas mal d'années dessus, grosse recherche de documentation. Et au-delà de ça, ce qui est génial, c'est qu'on retrouve aussi le génie de l'écriture de Malraux, le génie de l'expression, ce qu'on appellerait maintenant le génie de la punchline. On retrouve ça dedans. Donc c'est vraiment agréable, mais en même temps, on rit à toutes les pages, et les personnages sont d'un drôlesque et d'un ridicule qui malheureusement tient un petit peu trop de la réalité, mais c'est ça aussi qui est drôle. Donc, je vous conseille de le découvrir, parce que c'était vraiment une grande surprise. C'est un one-shot, j'ai oublié de le préciser, mais franchement, c'est un bon moment passé. En plus, on décortique une page de l'histoire qui est un peu méconnue ou oubliée. En tout cas, c'est un vrai bonheur à découvrir. Et puis quand on voit tout ce qui se passe avec les différents tableaux dans les musées, au-delà du côté revendication, on peut découvrir que ça s'est déjà arrivé, des choses pas tristes au tableau. Donc, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte. Comme toujours, si besoin, je suis là pour en parler.